Israël, la terre promise. Depuis tout petit, j'ai un rêve. Venir ici à la recherche d'une des locomotives construites par mon père à Cologne dans les années 1950. C'étaient des motrices diesel de la marque Deutz, livrées par l'Allemagne à Israël au titre des dommages de guerre. Me voilà donc en quête d'une de ces locomotives particulières, à travers un pays jeune et plein de contradictions. Un petit pays du Moyen-Orient qu'on nomme Israël. Le tout premier train du pays reliait Tel Aviv à Jérusalem. Il a quitté pour la première fois la gare de Tel Aviv-Jaffa en 1892. La vieille gare est toujours là, avec ses locomotives et ses wagons, mais elle est devenue un lieu de promenade. Chez nous, le chemin de fer n'a pas l'importance qu'il a en Europe. Et cela ne fait pas longtemps qu'on s'intéresse à l'histoire des trains israéliens. Une vingtaine d'années seulement, je crois. Cette vieille gare vient d'être rénovée. Elle suscitera peut-être un tout nouvel intérêt chez les Israéliens. Quasiment personne ne connaît les trains miniatures. Ça n'existe pas ici, alors qu'en Europe c'est très populaire. Mais cela viendra peut-être un jour. Les modes changent. La vieille gare de Tel Aviv ressemble plus à un parc à thème qu'à un musée historique. Les habitants de Tel Aviv ne semblent guère intéressés par le passé. La ville est pleine de jeunes débordant de vie, toujours prêts à faire la fête, malgré ou peut-être justement à cause du conflit israélo-palestinien qui s'éternise et des inégalités sociales qui rongent le pays. Balagan est un mot qu'on apprend vite en Israël. Cela signifie la pagaille. Tous les jours, matin et soir, les abords de la gare de Tel Aviv HaShalom sont embouteillés. C'est d'ici que partent les trains pour Jérusalem. Les contrôles de sécurité sont très stricts. Tous les bagages sont scannés. Un Européen s'en étonnera, mais les Israéliens sont habitués. לתשומת לב הנוסעים, בתחנה זו חולפות רכבות מהירות. נא להתרחק משפת הרציף אל מעבר. Les soldats israéliens voyagent gratuitement sur toutes les lignes de chemin de fer du pays. Mais de toute façon, le train ne coûte pas très cher comparé au bus.
Cette ligne est la plus ancienne du pays. En Israël, le mot « ancien » prend une toute autre dimension. Le train nous conduit directement dans la cité antique de Jérusalem. Entre 1998 et 2005, la circulation a été partiellement suspendue sur cette ligne. Le réseau était vétuste et certains tunnels menaçaient de s'écrouler. Dans les années 1950 et 60, beaucoup de survivants de la Shoah refusaient catégoriquement de monter dans un train. Même parmi le reste de la population, peu de gens prenaient le train. Il avait une connotation trop négative. Les Juifs d'Europe de l'Est et de Pologne, surtout, l'associaient aux déportations vers les camps de la mort. Jérusalem est une ville sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. La vieille ville et son bazar bourdonnent de vie. Le visiteur est vite submergé par les bruits et les ambiances. Du fameux mont des Oliviers, on a une vue superbe sur la vieille ville et le mont du Temple, où se trouve le mur des Lamentations et le dôme du Rocher. Les Juifs du monde entier se tournent vers les ruines du Temple de Jérusalem lors des prières. Elles sont le lieu le plus saint du judaïsme. C'est aussi ici qu'Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. L'esplanade devant le mur des Lamentations est aujourd'hui un lieu de prière. Les hommes y portent la kippa et les femmes mariées s'y couvrent la tête. Le temple de Jérusalem a été bâti par le roi Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ pour abriter l'arche d'alliance et les tables de la loi. Il a été détruit par les Romains. Le mont du Temple est aussi un lieu saint de l'islam. Mahomet est monté au ciel depuis le rocher de la fondation. Ce rocher est aujourd'hui surmonté par un dôme doré. Voici le centre de la ville moderne de Jérusalem. Certaines rues viennent d'être équipées de rails. Un tramway doit bientôt circuler dans la ville sainte. Les travaux ont débuté il y a 9 ans et une rame effectue aujourd'hui une sortie test. Le tramway devrait permettre de décongestionner la circulation dans la ville. Les rames sont fabriquées en France par Alstom. Elles sont équipées de vitres pare-balles, car les transports publics israéliens sont régulièrement la cible d'attaques terroristes. La ligne du tramway de Jérusalem fera 18 km de long. Mais il ne fait pas l'unanimité. Beaucoup critiquent le retard pris par les travaux et le coût exorbitant pour la ville de Jérusalem, qui est la plus pauvre du pays. D'après les autorités, ce sont les nombreux vestiges archéologiques découverts lors des travaux qui expliquent le retard et le dépassement du budget. Quand nous avons commencé les travaux de construction du
L'un de ces sites est situé tout près des remparts de la vieille ville. On y a trouvé 3 pièces de monnaie juste sur le tracé du tramway. Probablement des deniers que des commerçants avaient donnés aux Romains pour pouvoir entrer dans la ville. Nous bouclons la boucle. On circulait là il y a 2000 ans et on va de nouveau le faire avec le tramway. On a aussi critiqué la légalité du projet. La ligne va en effet relier Jérusalem-Ouest, la partie israélienne de la ville, à Jérusalem-Est, qui englobe des quartiers arabes et des colonies juives. Or, la souveraineté d'Israël sur cette partie de la ville n'est pas reconnue par la communauté internationale. Jérusalem a toujours été une ville disputée. Elle a été occupée par les Croisés, les Ottomans, les Anglais. Aujourd'hui, elle est contrôlée par les Israéliens. Nous dialoguons en permanence avec la communauté arabe. Et je suis convaincu que ce tramway va devenir un symbole de paix. On y verra des juifs religieux des colonies de Jérusalem-Est assis à côté d'habitants du quartier arabe de Chouafat. Tous descendront à l'arrêt de la vieille ville, les uns pour aller prier au mur des lamentations, les autres à la mosquée de l'esplanade du dôme du rocher. C'est cela la paix, concrètement. Retour dans la vieille ville, toujours en effervescence. Des cars de touristes et de pèlerins venus du monde entier se pressent dans les ruelles étroites. À l'entrée de l'église du Saint-Sépulcre, la foule est particulièrement dense. C'est un lieu saint pour les chrétiens. L'église a été consacrée vers 336. Elle surmonte le Golgotha où Jésus a été crucifié et enterré et où il a ressuscité. Aujourd'hui, 6 communautés chrétiennes se partagent le Saint-Sépulcre. Les conflits sont nombreux et un traité règle les heures de prière et les droits de chacune. L'air est chargé d'encens. Mais l'ambiance est peu propice au recueillement. La visite doit se faire au pas de charge. Les pèlerins font souvent plusieurs heures de queue pour entrer dans le tombeau du Christ. Il faut baisser la tête pour accéder à cette petite cavité où le corps de Jésus aurait été déposé après la crucifixion. Le lendemain, nous reprenons le train pour Tel Aviv. Quelques arrêts après Jérusalem, un groupe de juifs religieux attend sur le quai de la gare. Tous les matins sur le chemin du travail, ces hommes se retrouvent dans le train pour la prière. Une voiture leur est réservée. Les femmes n'y ont pas accès. L'office du matin est très codifié.
Un rouleau de la Torah facile à transporter a été réalisé spécialement pour cet office ambulant. Les phylactères, ou téphilines en hébreu, sont ces petits étuis de cuir que les hommes portent à la tête. Ils renferment un parchemin sur lequel sont notés des versets bibliques. Arrivé à Tel Aviv. Sur le quai de la gare, Yossi Gamliel nous explique l'origine de ce wagon religieux. Nous étions une poignée d'hommes à faire le trajet tous les matins. Chacun attendait d'être arrivé à Tel Aviv pour prier. Mais quand on a vu qu'on atteignait le quorum de 10 hommes requis pour cette prière, on s'est installé dans la dernière voiture du train pour ne gêner personne. Nous, on appelle ça les rails de la vie, parce que la prière, c'est l'identité juive. Comme l'a dit un de mes amis, contrairement à hier, les trains roulent aujourd'hui sur les rails de la vie. Israël est une terre de contrastes. À peine avons-nous quitté le wagon religieux que je découvre un groupe de reggae qui tourne un clip dans la gare de Tel Aviv. Atikva Sheish a beaucoup de succès en Israël. Shelly et moi sommes frères et sœurs, et nos parents habitent au numéro 6 de la rue Atikva à Ramat HaSharon. C'est là que tout a commencé, qu'on a fait nos premières répétitions et nos premiers concerts devant les copains. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom. J'avoue qu'avant de tourner notre clip, je n'étais jamais entré dans une gare israélienne. Moi non plus. Et quel regard portent ces jeunes Israéliens sur l'Allemagne? Toute la famille de ma grand-mère est morte durant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas s'empêcher d'associer l'Allemagne à la Shoah. On est allé au mémorial de Yad Vashem avec l'école, puis avec l'armée. On a grandi avec ça. Mais avec l'âge, on prend du recul. On se dit que les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, et on essaie d'avoir un autre regard. L'époque a changé, et l'Allemagne n'est plus le même pays. Les chansons de Atikva Sheish dénoncent les injustices du monde. Le groupe donne un concert ce week-end. Rendez-vous est pris. Nous sommes admis dans la cabine d'un train israélien qui fait route vers le sud. En 20 ans de métier, Yitzhak Azoulay a conduit tous les trains des chemins de fer israéliens. D'après lui, le regard de ses compatriotes sur le chemin de fer a beaucoup changé ces dernières années.
Notre pays est petit et certains territoires sont disputés. Il y a aussi un grand boom immobilier dans tout le pays et d'énormes problèmes de circulation. Les routes sont embouteillées et les accidents se multiplient. Dans ce contexte, le train est la meilleure solution. On investit actuellement de fortes sommes pour construire de nouvelles lignes et moderniser le réseau. Mais en Israël, le lobby des bus est puissant et fait une rude concurrence au train. En 1948, l'État hébreu a donné la priorité au développement du transport routier. Ce n'est qu'à partir des années 1990 qu'on a commencé à investir dans un mode de transport plus respectueux de l'environnement. Il y a aussi tout un aspect économique. Depuis la crise mondiale, le chômage a fortement progressé en Israël. On recherche actuellement des solutions. Comme la plupart des emplois sont au centre du pays, on construit des gares dans les zones les plus reculées. Le train permet d'acheminer les gens sur un lieu de travail éloigné, rapidement, et pour un coût modique. Beersheva est la grande ville du sud israélien. Maya a 19 ans et entame sa deuxième année de service militaire. En fait, il y a très peu de femmes dans les unités de combat. Durant les classes qui durent 5 semaines, on apprend le maniement des armes. Ensuite, tous les 6 mois, on suit un stage pour rafraîchir nos connaissances. Les exercices de tir ont lieu sur des terrains d'entraînement, bien évidemment. Pas sur le front. Moi, je n'y suis jamais allée. Nous empruntons le même train que Maya pour rentrer à Tel Aviv. Faire mon service militaire, c'était comme une évidence. Mon père aussi a fait l'armée. Il ne s'inquiète pas trop pour moi, d'autant que mon affectation n'est vraiment pas dangereuse. Mais ma mère a émigré en Israël. Elle n'a pas fait de service militaire. Alors au début, elle s'inquiétait pas mal. Mais comme je le disais, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi. Et mes parents me font confiance. Le service militaire est obligatoire en Israël, pour les hommes comme pour les femmes. Les objecteurs de conscience sont souvent condamnés à des peines de prison. Seules les femmes peuvent faire un service civil à la place. Pour les jeunes Israéliens, l'armée constitue un rite de passage à l'âge adulte. Après son service, Maya souhaite voyager et faire des études. Le vendredi soir, les quais se vident. Aucun transport public ne fonctionne en Israël durant le Shabbat, qui va du vendredi soir au samedi soir. Un taxi nous conduit au concert d'Omri, Shelly et Ron. Le public est nombreux et enthousiaste. Le taux de chômage élevé, les tensions avec les Palestiniens, le risque permanent d'attentats et le sentiment de devoir sans cesse justifier l'existence d'Israël, c'est tout cela dont le public d'Atikva Sheish se libère ce soir.
Nous poursuivons notre voyage dans les environs de Jéricho, en Cisjordanie. La ville est administrée par l'autorité palestinienne. Les seuls trains qui circulent ici transportent des minéraux de la mer Morte. Le désert de Judée est une région aride et peu peuplée. Les barbelés et les pancartes d'avertissement existent partout en Israël. Nous suivons les rails en direction de la mer Morte. Sur une rive isolée, une unité de sauvetage vient faire une tournée d'inspection. Yitzhak nous explique que le niveau de la mer Morte a terriblement baissé ces dernières décennies. L'usine de la mer Morte exploite les ressources naturelles du site côté israélien. Et on fait pareil côté jordanien. On pompe l'eau dans des immenses réservoirs qui font la moitié de la mer Morte, ou même les 2/3. L'eau s'évapore et les minéraux restent au fond. Les deux causes de la baisse du niveau de la mer Morte sont l'évaporation naturelle et l'industrie. Des milliers de touristes viennent tous les ans sur les rives de la mer Morte profiter des bienfaits des minéraux. On se baigne dans ces eaux huileuses ou on prend un bain de boue. La plage n'est pourtant pas particulièrement engageante. Pour des raisons compréhensibles, les trains de marchandises étaient quasi inexistants à la création de l'État d'Israël en 1948. Dans les années 1950, il n'y avait quasiment aucun train de marchandises en Israël, parce que ça rappelait trop les convois de déportés vers les camps d'extermination. Aucun train de passagers ne circule dans la région. Pour la visiter en transport en commun, il faut prendre le bus. Pourtant, la rive ouest de la mer Morte abrite un site historique majeur. Ce sont les ruines de la forteresse de Masada, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Un téléphérique parcourt 900 mètres pour la rejoindre. D'après les guides, sa construction a suscité beaucoup de critiques, car elle a nécessité des aménagements à proximité directe du site historique. La forteresse est perchée à 400 mètres au-dessus du désert. You have actually something.
Hérodote, roi de Judée, a érigé ici plusieurs palais et fortifications vers l'an 40 de l'ère chrétienne. Le visiteur peut aujourd'hui se promener entre les ruines des entrepôts, des écuries et des logements de cette forteresse réputée imprenable. Vers 70 après Jésus-Christ, un groupe de rebelles juifs se réfugie ici. Durant toute une année, il va résister aux 10 000 légionnaires romains qui assiègent le site. Lorsque les Romains construisent une rampe d'accès pour prendre la forteresse, 1 millier de rebelles, dont des femmes et des enfants, préfèrent se suicider que de devenir esclaves. C'est en tout cas ce que dit la légende. Masada est ainsi devenu un symbole de l'héroïsme du peuple juif face à l'oppression. Un train de légende traversait autrefois le territoire israélien. Le chemin de fer du Hedjaz. Construit par les Ottomans au début du XXe siècle, il parcourait 1585 km à travers des territoires très accidentés pour relier Damas à Médine. À l'origine, il devait se prolonger jusqu'à la Mecque. Une ligne secondaire reliait la Syrie au port de Haïfa en Israël. Mais il n'en reste presque plus rien. Juste quelques rails et de belles anecdotes. La manière dont on a établi le tracé entre Haïfa et Damas est assez intéressante. C'est la petite fille de Gottlieb Schumacher, l'ingénieur allemand en charge du projet, qui me l'a raconté. Schumacher n'a pas utilisé de théodolite ou d'autres appareils de mesure compliqués. Juste un âne. Il l'a conduit à travers la vallée de Jezreel et l'a laissé prendre le chemin qu'il voulait. L'âne a emprunté le chemin le plus facile et le moins escarpé, car les ânes ne sont pas aussi bêtes qu'on le dit. Ensuite, l'ingénieur a reporté ce chemin sur une carte. Et c'est ce tracé qui a été retenu pour le chemin de fer. En Syrie et en Jordanie, certains tronçons du chemin de fer du Hedjaz fonctionnent encore. Mais Israël ne prévoit pas de reconstruire la ligne. À mon grand regret, Israël n'a aucune liaison ferroviaire avec l'étranger. Autrefois, il y avait une ligne qui allait jusqu'au port d'El Arish en Égypte, mais elle n'existe plus. Ce sont les Anglais qui l'avaient construite durant la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi la ligne Haïfa-Beyrouth, mais elle a été bloquée à Rosh Hanikra en 1948. Le chemin de fer du Hedjaz, qui allait à Damas et en Jordanie, ne fonctionne plus non plus. Il a été fermé après la guerre d'indépendance, en 1948. Retour dans le désert de Judée. Construit à flanc de falaise, le monastère de Saint-Georges se niche dans une vallée aride et encaissée. Le monastère est situé à proximité du Wadi Kelt, un cours d'eau intermittent. Il date du 5e siècle après Jésus-Christ. Les moines de ce monastère grec-orthodoxe accueillent les visiteurs à bras ouverts.
Changement de décor. Nous voici à Haïfa, la grande ville portuaire du nord du pays. Les Israéliens disent volontiers que Haïfa travaille, tandis que Tel Aviv fait la fête et que Jérusalem prie. La ville s'étend de la côte méditerranéenne au sommet du mont Carmel. Au cours des siècles passés, elle a accueilli de nombreux immigrants. Aujourd'hui, elle compte près de 300 000 habitants et possède le seul métro du pays, le Carmélite. Ici aussi, les contrôles de sécurité sont très stricts. Les habitants de Haïfa n'empruntent guère le Carmélite car il est plutôt excentré. Les passagers sont donc principalement des touristes. La ligne parcourt le mont Carmel. Le Carmélite est en fait un transport hybride entre métro et funiculaire. Il a été construit dans les années 1950 et rénové dans les années 1990. Avec moins de 2 km de long et seulement 6 stations, c'est le plus petit métro du monde. Il y a un départ toutes les 10 minutes dans les deux sens, sauf pendant le Shabbat bien sûr. Le Carmélite nous conduit à un superbe point de vue sur toute la ville de Haïfa et ses célèbres jardins suspendus. Au loin, on aperçoit un musée du chemin de fer. De près, le musée semble bien vide, même si une certaine activité règne sur les voies. Nous rencontrons Reinmeling, au milieu des locomotives et des wagons. Et lorsque nous lui parlons des locomotives de marque Deutz que nous cherchons, il ne semble pas vraiment surpris. Dans le cadre des réparations, l'Allemagne a livré à Israël des locomotives diesel, des wagons de passagers et de marchandises, des autorails, mais aussi des rails, des signaux, des installations de communication et même des formulaires de billets. Bref, tout ce dont les chemins de fer israéliens avaient besoin à l'époque. Le musée possède une petite salle d'exposition. C'est là que se trouve une locomotive diesel fabriquée par l'usine Deutz à Cologne en 1958. La photo que nous avons en main date de la livraison de l'engin. Et il s'agit bien de la même machine, sans aucun doute. «
Voilà qui termine en beauté notre périple dans cette région du Proche-Orient. Israël est un pays rude, mais fascinant. Un pays à l'histoire millénaire particulièrement riche, berceau des 3 grandes religions monothéistes. Grâce à des rencontres fortes, nous avons compris à quel point la paix était un bien précieux. Pour moi, la paix, c'est la possibilité de vivre sans craindre pour ma vie, sans que quelqu'un la menace. La paix, c'est avant tout comprendre que tous les êtres humains sont égaux, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur religion. La paix, pour moi, c'est un grand espoir, mais c'est aussi une illusion. Le mot paix est l'un des nombreux noms de Dieu. C'est un concept très vaste, mais qui implique de vivre toujours dans le calme et la sérénité. Israël et la Jordanie prévoient de construire une ligne de chemin de fer entre Haïfa et Irbid. J'attends avec impatience le jour où je pourrai monter dans ce train.